Après avoir vu les différents facteurs dégradant les aliments, je vous propose maintenant de vous attarder sur les différentes méthodes de conservation. Pour rappel, la conservation a pour but de prolonger la durée de vie d'un produit en limitant la perte de couleur et de la texture, la perte du goût et des propriétés nutritives et ou les intoxications alimentaires. Certaines méthodes de conservation privilégient un de ces facteurs en dépit des autres. Il y a donc un optimum à trouver entre ces trois facteurs. Je vous propose en commentaire de proposer différentes méthodes pour éviter l'oxydation d'un produit. Repensez à toutes les expériences que nous avons vues avant, à tous les différents facteurs. Les techniques de conservation basées sur la limite des intoxications-infections alimentaires agissent sur les différents facteurs de la croissance bactérienne que nous avons vus. La température avec son optimum, son minimum et son maximum, le pH idéal, l'eau, entendez ici la disponibilité de l'eau, le métabolisme aussi des micro-organismes. On va cette fois directement attaquer les micro-organismes, la présence d'oxygène et d'autres facteurs. Mais ce n'est pas si évident puisque les bactéries sont capables de former des structures de résistance, ce qu'on appelle des spores. En effet, lorsque les conditions ne sont pas favorables, la bactérie adopte une forme de spore, une forme de survie. Cette spore n'a pas besoin de se nourrir, elle résiste à la sécheresse, survit à des températures extrêmes et est capable de se former entre 15 et 41 degrés. Elle survit aussi en milieu huileux. Ainsi, un grand nombre de méthodes de conservation ne permettent pas d'éliminer ces spores. Les spores ne sont en tant que telles pas dangereuses pour le consommateur, puisqu'elles sont incapables de se multiplier et incapables de produire des toxines. Toutefois, dès que la spore retrouve un milieu idéal, elle va germer et reproduire une bactérie. Regardons maintenant la température. Il faut des températures assez élevées pour détruire les spores et tous les micro-organismes, au-dessus de 120 degrés. Pour détruire les bactéries qui n'auraient pas sporulé, il suffit de monter un peu au-dessus des 60 degrés. Nous sommes ici sur des températures maximales qui éliminent la plupart des bactéries. Cette élimination par la température élevée est problématique car si elle détruit les micro-organismes, elle est aussi capable de dénaturer les propriétés nutritives de l'aliment en dénaturant les vitamines, les protéines et d'autres composants. Au-dessous de cette température maximum, nous avons des températures idéales pour la plupart des bactéries entre 20 et 40 degrés. C'est à ces températures que la croissance bactérienne est maximum. En dessous de cette température, on a un ralentissement, voire l'arrêt de la reproduction. Les bactéries ne sont pas tuées par le froid, ni même par la congélation, mais stoppent simplement leur reproduction. Toutefois, attention, ceci est valable pour la majeure partie des bactéries, mais il existe des bactéries spécialisées des températures extrêmes. Si nous regardons maintenant le graphique de droite, vous pouvez observer ici le taux de croissance en fonction de la température. On trouve des bactéries spécialisées des hautes températures, les thermophiles, qui sont capables de se développer bien au-dessus des 70 degrés. Les mésophiles représentent la moyenne des bactéries. Ce sont elles qu'on représentait dans le schéma de gauche. Regardez une petite chose intéressante, les bactéries pathogènes pour l'homme ont-elles une température optimale de 37 degrés, soit la température du corps humain. Il existe aussi des bactéries spécialisées des températures froides ayant une croissance optimale et maximum aux alentours de 20 degrés, mais étant capables de se reproduire en dessous des 0 degrés.
Différentes méthodes de conservation utilisent des températures élevées dans le but de tuer les micro-organismes. Ce sont la stérilisation, l'apertisation, comprenez ici les boîtes de conserve, UHT, comme le lait, et la pasteurisation. L'inconvénient, évidemment, c'est que plus le temps de chauffage est élevé et plus la température est élevée et plus on dénature aussi les éléments nutritifs présents dans l'aliment. Ce graphique nous montre en effet la concentration en vitamine C d'un jus d'orange. Selon les différentes températures et le temps de chauffe, on observe une diminution drastique de la concentration en vitamine C. Prenons la diminution la plus importante pour un temps de chauffage de 121 degrés permettant d'éliminer tous les micro-organismes. Nous avons une diminution de 80 mg par litre. Ceci représente donc une perte de 50% de la vitamine C présente dans ce jus. A contrario, une température plus faible, ici à 88 degrés, va induire une perte beaucoup plus légère, passant après 300 minutes de chauffage de 180 à 160 degrés, soit une perte de 20 mg par litre. Il est donc important de trouver un optimum entre la conservation des nutriments présents dans l'aliment et la destruction des micro-organismes. L'oxygène est aussi un facteur influençant la croissance bactérienne. Regardons ici ce système. Vous avez des éprouvettes contenant un gradient d'oxygène. Au sommet, vous allez trouver la concentration de dioxygène présente dans l'air, soit 21%, et plus on s'enfonce, moins vous aurez d'oxygène pour arriver à 0%. Certaines bactéries, comme Pseudomonas, sont des bactéries aérobies. Elles ont donc besoin d'oxygène pour se développer. Raison pour laquelle on les trouvera en surface où la concentration en oxygène est la plus élevée. D'autres bactéries sont moins sensibles à la concentration d'oxygène et en ont néanmoins besoin. Escherichia coli est complètement indifférente à la présence d'oxygène puisqu'on la trouve à différents endroits du tube. Et d'autres peuvent vivre sans problème, sans oxygène. Nous trouvons donc ici des bactéries anaérobies. La présence d'eau est importante pour le développement des bactéries. On définit cette présence, cette disponibilité de l'eau par l'activity of water, l'activité de l'eau. Car la présence d'eau n'est pas suffisante au développement bactérien, il faut que cette eau soit utilisable par les bactéries. Différentes méthodes se basent sur une réduction de la disponibilité de l'eau, notamment le salage et le séchage, où l'eau va être prisonnière du sel, la congélation, où l'eau sera sous forme de solide et donc indisponible pour les bactéries, la lyophilisation, où l'eau aura été enlevée des aliments par différents procédés, et enfin le sucrage. Vous voyez ici des fruits confits. Le sucrage est à peu près le même procédé que le salage. L'eau est piégée par son interaction avec le sucre et n'est donc plus disponible pour les micro-organismes. Salage et sucrage utilisent les mêmes procédés pour diminuer la disponibilité de l'eau.
l'eau interagit avec le sucre ou le sel et est donc indisponible pour les micro-organismes. La lyophilisation ou la congélation utilisent, eux, un changement d'état de l'eau. L'eau est soit évaporée en passant sous forme de gaz, soit congelée, passée sous forme de solide, qui la rend indisponible pour les bactéries. On peut aussi utiliser des agents chimiques, des conservateurs, qui agissent soit directement sur le produit ou tuent les micro-organismes. Il existe d'autres méthodes de stérilisation, notamment les rayons électromagnétiques, en utilisant de la lumière pulsée ou des champs électriques, les très hautes pressions qui détruisent les bactéries et les rayons ionisants.